vulgarisation de l'avant-projet de nouvelle constitution initié par le CNT, Conseil national de transition, avec la collaboration de l'URTELGUI, l'Union des radios et télévisions libres de Guinée, ici même à la maison mère, la RTG. Ici, sur ce plateau avec nous, nous allons parler de deux sujets très importants, les innovations dans l'avant-projet de la nouvelle constitution, également des institutions juridictionnelles, avec nos invités ce soir, M. Aboubacar Kamara, qui est directeur de cabinet du président du CNT. M. Kamara, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Monsieur Fodeta Silla, très connu déjà, conseiller politique du président du CNT. Monsieur Silla, bonsoir. Oui, bonsoir. Et également, en parlant de cet autre sujet, les institutions juridictionnelles, docteur Abdoulaye Silla, ancien chercheur et avocat au barreau de Guinée. Docteur, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien, merci. Merci d'être sur ce plateau avec moi pour animer ce dernier plateau. Dame Mariam Kamara, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Et on a également Taban Silla qui va mener le débat avec nous. Bonsoir Abdallah, merci à nos invités d'être présents. Nous parlons d'innovation Taban dans cet avant-projet de nouvelle constitution avec nos invités. Alors, Monsieur Fodetas, nous allons commencer par lui d'ailleurs, alors qui est le conseiller politique du président de l'organe législatif de notre pays, le CNT. Alors, il y a eu des réformes, on a eu des constitutions dans notre pays, mais à un moment, les conseillers que vous êtes, avec toute cette composante, bien sûr, de la nation, vous avez estimé qu'il faut apporter quelques retouches, quelques réformes en fonction des réalités de notre pays. Qu'est-ce qui a prévalu à cela, M. Silla? Merci beaucoup pour cette question. Ce ne sont pas seulement quelques réformes que le constituant de 2024 a effectuées sur la constitution guinéenne. C'est une refondation complète de tout ce qui a été écrit comme loi fondamentale de la République de Guinée. Nous sommes à la 6e constitution. Si vous prenez aussi la charte de la transition, nous sommes à la 6e constitution. Mais toutes les constitutions de la Guinée, ce qui est essentiel à retenir dès le départ, la constitution de 1958, la constitution de 1982, la loi fondamentale de 1990, la constitution de 2010, la constitution de 2020, la charte de la transition, nous sommes à la 6e maintenant. Les constitutions guinéennes ont toujours été écrites par des spécialistes dans un coin de table et puis on envoie au peuple et le peuple va au référendum. Et avec notre rhétorique citation, nul n'est censé ignorer la loi. Effectivement, mon peuple ignorait c'est quoi dans sa constitution. C'est pourquoi cette fois-ci, nous sommes partis sur le terrain avec le CNRD et le CNT. Docteur Dansa Kourouma a dit, cette fois, on n'écrit pas par des experts. Nous allons demander à notre peuple, c'est quoi la loi fondamentale que le peuple de Guinée veut pour mener ce pays. Donc, ce qui est écrit là, ce qu'on dit là avant le projet de nouvelle constitution n'est pas une production du CNT ou des experts. C'est de l'avis de l'ensemble des citoyens. C'est ce que le peuple a dit dès mars 2022. Le CNT a été mis en place le 5 février. En mars, le 27 seulement, ils sont partis à l'intérieur du pays, de Yomo à Yukunkung, de Kourémalé à Sansalé, dans nos cases, nos hameaux, pour demander aux populations, nous voulons faire la loi fondamentale de la Guinée, vous voulez quoi? C'est la première fois dans l'histoire constitutionnelle, la première fois, il faut le remarquer, qu'on demande au peuple d'écrire sa loi, parce qu'il faut être d'accord sur ce que nous voulons poser maintenant. Donc, ce n'est ni copié ailleurs, comme l'a dit le président général Mamadi Doumbouya, ce n'est pas de copier-coller et ce n'est pas importé dans les classiques des académies juridiques, non. C'est ce que notre peuple a dit. Élémentairement, que maintenant les juristes ont transcrit en texte de loi. C'est ça que vous avez sous la main. C'est une première, je reviens encore à le dire. Comme pour dire que c'est une constitution qui doit nous ressembler et nous rassembler. Ce sont les instructions du général Mamadi Doumbouya et c'est ce que le CNT a suivi et c'est ce que nos juristes, nos spécialistes qui sont là ont transcrit. Ils n'ont pas inventé et ils n'ont pas copié. Ça, il faut le souligner. Donc l'émanation du peuple. Du peuple, net. Oui, parmi ces innovations, ce qui est un sujet important et dont la plupart en parlent, c'est la limitation d'âge pour le futur candidat à la présidentielle de la Guinée. Oui. Pourquoi 80 ans? Est-ce que vous êtes basé... Bon,
est-ce que le travail s'est basé sur la capacité intrinsèque physique, sanitaire du candidat pour limiter le plafond à 80? Monsieur le juriste. Ah oui, bon, c'est vrai que, vous savez, dans ce processus constitutionnel, dans le travail notamment que nous avons eu à faire pour nous déployer à l'intérieur du pays dans le cadre des opérations de vulgarisation, il y a une section qu'on a prévue au titre des questions récurrentes. Les questions récurrentes, ce sont les questions qui sont le plus souvent revenues au sein de l'opinion suite à la publication de l'avant-projet. Et donc la question de l'âge est considérée justement comme faisant partie des questions récurrentes. En fait, il n'y a pas de référentiel, que ce soit ici ou dans tout le monde, pour fixer, pour dire, bon, voilà le barème. Mais cette constitution, c'est une loi, bien qu'elle soit une loi fondamentale. Et donc, comme toute loi, les solutions qu'elle apporte, les dispositions qui sont prescrites, justement, doivent apporter des réponses à des problèmes de société. Bien sûr. Et donc, nous nous sommes inspirés de notre passé. On a compris que de par le passé, l'âge a posé problème. L'âge a posé problème, c'est-à-dire qu'on a vu des chefs d'État dans notre pays qui ont été rattrapés par l'âge. La sénescence est arrivée, ils n'avaient plus toutes leurs facultés. Et donc, finalement, ça a ouvert la voie à la pagaille institutionnalisée que l'on a connue au sommet de l'État. Et finalement, c'est des épouses qui prenaient des décisions. C'est des ministres justement qui s'entrechoquaient au sommet de l'État. C'est des décisions qui étaient prises à 14h, à 21h justement, c'est enlevé. Donc tout ça, là, ça nous a inspiré. On s'est dit, bon, écoutez, cette fois-ci, là, il faut essayer de plafonner l'âge à 80 ans. Mais ce n'est pas une première... On a fait que reconduire, bien entendu, une position qui avait été historiquement adoptée par le Constituant de 1990 déjà. Dans la loi fondamentale de 1990, l'âge pour la candidature à l'élection présidentielle était fixé à 70 ans. Mais c'est après qu'on a enlevé. Et puis nous, on l'a ramené encore. Et les raisons qui ont fait effectivement qu'on a fait sauter l'âge, là aussi ces raisons sont connues. Parce qu'effectivement, à un moment donné, le chef de l'État qui était là, dans la période comprise entre 1990 et 2010, pour des besoins donc de se représenter ad vitam aeternam, et ça aussi justement en violation du texte constitutionnel, donc a épousé le besoin donc de modifier la Constitution, notamment en faisant sauter le verrou de l'âge, et donc voilà, pour nous mener justement dans des directions qu'on a connues. Donc ça c'est secondaire. Deuxièmement aussi, il faut dire quoi? Il faut dire que en fait, l'expérience de vie n'est pas très élevée chez nous. C'est pas très élevé chez nous, c'est une expérience, c'est-à-dire que c'est minimaliste un peu chez nous. On est dans l'ordre de 60 ans. On est dans l'ordre de 60 ans, donc on a estimé que... Et puis on s'est inspiré aussi de l'exemple des États-Unis. Vous avez vu un peu dans un pays où toutes les conditions sont déjà réunies, où on a les meilleurs médecins du monde, où on a les meilleurs justement cliniques et spécialistes. Mais là, on a vu qu'un candidat qui a atteint 80 ans a été rattrapé par l'âge. Chaque fois, il tombait, chaque fois, il mélangeait les discours. Il a rejeté. Mais aux États-Unis, il y a Donald Trump qui a 78 ans. Qui a 78, oui, qui a 78 ans. Mais pas 80. Oui, non, en fait, c'est des raisons qui nous ont amenés justement à faire ça. J'ai commencé par dire qu'il n'y a pas un référentiel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de standard. Il n'y a pas un standard pour dire, bon, écoutez, il faut ça. Mais ça découle justement des discussions qu'on a eues. Et donc on s'est dit que sur la base de tout ça là, il fallait fixer cet âge à 80 ans. Bien, puisque vous parlez, tout à l'heure j'ai écouté M. Sylla qui disait que tout ce qui est mentionné dans la nouvelle constitution ou dans l'avant-projet de nouvelle constitution émane du peuple. Est-ce que le Sénat c'était une proposition du peuple ou des conseillers nationaux? Oui, allez-y, monsieur. Précisez souvent l'invité. Hein. Allez-y, voilà. Allez-y, je suis avec vous. Oui, absolument. Vous savez, il faut pas, ça ne revient, on ne le dit pas souvent, mais lorsque nous avons clôturé le processus de consultation populaire et le processus de consultation catégorielle, nous avons sorti un rapport. Ce rapport, il est là. Et on ne le dit pas souvent. Or, la plupart des dispositions que nous avons consacrées, la plupart des institutions que nous avons prévues dans cet avant-projet de nouvelle constitution, la principale raison, justement, c'est que c'est des recommandations fortes qui sont issues, bien entendu, de ces consultations populaires. Le Sénat a été, justement, un des points clés des recommandations des populations dans ce rapport-là. Oui. Là, il faut le dire. Maintenant, après, on a trouvé justement qu'il y avait une nécessité de le faire. Nos amis vous ont largement expliqué les raisons pratiques, les raisons politiques justement qui nous ont amené à ça. Mais si vous voulez, on peut, si le temps nous est donné, on peut aussi appuyer en termes d'argumentation pour parler par exemple que l'une des interventions justement du Sénat, d'abord nous avons la qualification de la loi. Vous savez, avant,
le travail législatif, le travail donc d'examiner les lois de la République était confié seulement à l'Assemblée nationale. Donc, désormais, avec l'irruption sur la scène d'une seconde chambre, c'est-à-dire le Sénat, désormais, donc il va y avoir des différences d'angle de vue. Donc ce qui ne pouvait être vu que sous un seul angle, bien entendu, peut être vu maintenant par le voie du dialogue, la discussion qui va avoir lieu entre les deux institutions. Ça va avoir pour impact justement la qualification de la loi. Deuxièmement, avec le mode qu'on a employé, à savoir justement du fait que le Sénat soit ici le fait que le Sénat, comme je l'ai dit, soit d'abord une émanation des régions. Donc c'est une sorte de synthèse qui est trouvée ici entre les équilibres régionaux justement et l'équilibre national. Parce qu'effectivement, les députés qui vont être envoyés au niveau du Sénat seront choisis par les électeurs, seront choisis par les collectivités locales. Non, ils sont élus justement. Ils sont élus à la base. Les sénateurs sont élus, mais ils seront élus par les membres des collectivités locales. Bien. C'est-à-dire que ce sont les membres des collectivités locales qui constituent justement le corps électoral justement des sénateurs. Ça, c'est les 2 tiers des membres du Sénat. Maintenant, les autres 1 tiers sont nommés justement par le chef de l'État, sur la base justement des critères de mérite, des critères de compétence, des critères d'intégrité qui justement ont été définis partout où des institutions ont été prévues dans ce projet de nouvelle constitution. Alors, cher juriste, moi je me pose cette question parce que c'est une nouveauté quand même, on parle de réforme bien entendu. Oui. Voilà, le Sénat, c'est une nouveauté parmi nos institutions qui existaient déjà dans notre pays. Alors, qu'est-ce que cela pourrait changer dans l'équilibre de la gouvernance nationale? Merci beaucoup pour la question. En effet, j'étais censé me prononcer sur les juridictions, mais comme votre question est très pertinente, il faut savoir que la création du Sénat a des avantages. Avoir un Parlement bicaméral, c'est un Parlement qui a 2 chambres. Ça peut avoir des avantages. Parmi les avantages, il y a d'abord la navette dans l'élaboration de la loi. Quand la loi passe au sein de l'Assemblée nationale, il y a des observations pour améliorer le contenu. Après, on l'envoie au Sénat. Le Sénat aussi va analyser, examiner et peut avoir des propositions très pertinentes allant dans le sens d'améliorer le contenu de la loi. Donc cette navette-là, ça peut permettre de perfectionner, d'améliorer le contenu de nos lois. C'est le premier avantage en rapport avec la création du Sénat. Le deuxième avantage, justement, c'est une façon, la création du Sénat va amener le président de la République à rationaliser le subjectivisme qui pourrait le caractériser dans le choix des membres du gouvernement. Parce que quand le président propose la nomination des hauts cadres, désormais, ce projet de nomination va être approuvé par le Sénat selon l'avant-projet de la nouvelle Constitution. Donc, le président de la République ne peut plus se permettre, bon, excusez-moi du terme quand je dis ne peut plus, en tout cas, ça va l'amener à doser, en tout cas à mettre un peu d'objectivisme en avant dans le choix des cadres qui vont travailler avec lui au sein du gouvernement et de l'administration. Pourquoi? Parce que leur nomination va être approuvée par le Sénat qui va auditionner ces personnes-là. Avant leur prise de fonction. Avant leur prise, avant leur nomination. Avant leur nomination. Avant la confirmation de leur nomination. D'accord. Donc si le président envoie un cadre médiocre qui va être auditionné par, disons, une chambre collégiale qui va l'entendre, lui poser des questions parfois techniques, il faudrait qu'il soit à la hauteur pour se défendre, pour répondre à ces questions-là et donner satisfaction au Sénat. Donc ça va amener le président de la République à être plus regardant sur le CV des cadres qu'il va proposer pour nomination et puis avoir une équipe dynamique. On ne va plus mettre les gens n'importe comment, mais peut-être que le Sénat, si le président ne l'a pas fait, le Sénat va voir est-ce que c'est le cadre qu'il faut à la place qu'il faut. Comprenez? Donc c'est pourquoi je dis que la création du Sénat peut effectivement avoir des avantages. M. Silla voudrait se prononcer sur la question. Non, vous savez, bon, ce sont les spécialistes juridiques qui vous parlent. Donc moi, je suis là en tant que communicant pour élémentariser, pour que vous compreniez, pour que au moins le Guinéen lambda, mon rôle est ça, ramener, c'est ça qu'on appelle vulgariser, ramener à terre. C'est quoi le Sénat? Nos anciens rois et nos anciens empereurs avaient toujours une chambre où il y avait des vieillards expérimentés.
qui sont là. Quand vous posez certaines questions, le roi peut vous dire, bon, demain je vous répondrai, la nuit porte conseil. Ce n'est pas la nuit, c'est qu'il a une chambre de conseil qui est là. Le Sénat que la Constitution de 2024 là, a prévu, c'est que ce sont des hommes expérimentés, des anciens ministres, des anciens gouverneurs, des spécialistes, mais qui sont vieux, qui sont à la retraite, qui sont repliés dans les régions. Chaque région désigne et élit ses sénateurs. C'est-à-dire nos régions, nos 8 régions, élisent chacun, par exemple, 10 sénateurs. Cette chambre-là, à côté de l'Assemblée nationale qui est élue, sera la chambre des vieux, de l'expérience, de la sagesse et de la noblesse, qui sera là pour voir non seulement les plans que le gouvernement peut tracer, pour ne pas que le développement soit concentré sur la région du président, par exemple, ou d'un ministre. Les vieux seront là pour dire non, le plan doit être comme ça, pour que ça soit réparti sur toute la nation. Mais aussi, quand il y a des troubles, par exemple, ou bien il y a des malentendus, c'est que ces sages des régions, pour ce qu'ils sont tous regroupés là, c'est eux qui vont maintenant éteindre tout ce qu'il y a comme conflit entre nous. Parce que quand eux, ils appellent, ils représentent les régions, ils sont les sages qui ont été élus, choisis et qui se retrouvent. Quand eux, ils appellent, les gens vont se taire. Donc, ça permet, le Sénat permet non seulement de conseiller l'autorité, mais ça permet aussi, quand le président veut nommer un premier ministre, ou bien un ministre, ou bien un chef d'état-major de l'armée, il l'envoie là-bas. Et le Sénat lui dit non, lui, d'après nos enquêtes, il n'est pas bien. Donc, on n'avait pas cela. C'est pourquoi cette innovation est essentielle dans cette constitution. Bien, il faut le dire, si vous me permettez. Allez-y alors. L'autre innovation, c'est aussi la création d'une cour spéciale qui va juger tout ce qui est au cadre du membre du gouvernement. C'est vraiment une innovation importante. Ça rassure en tout cas le citoyen lambda qu'il y a un œil qui est arrivé sur ces actions-là. Comment est-ce que cela va se faire concrètement? Non, ça ne s'appelle pas Cour suprême, ça s'appelle Cour spéciale de justice de la République qui va donc juger le président de la République, les ministres. C'était la haute cour de la justice avant, mais ça n'a jamais été confirmé, ça n'a jamais travaillé. Non, mais quelle garantie vous donnez justement voilà, les spécialistes va... Bon, on est tous spécialistes ici, c'est juste que cette fois-ci, en fait, c'est la haute cour de justice qui avait été prévue par les anciennes constitutions. C'est elle qui a été, c'est la dénomination, bien entendu, qui a été modifiée. On a donné la cour. Donc avec les mêmes attributions. Bon, mais avec plus d'attributions quand même, avec plus d'attributions. Et avec des innovations qui vont dans le sens justement de rendre opérationnelle justement la composition de cette cour. Parce que vous savez, cette cour-là avait été prévue par la Constitution de 2010. Elle a été prévue aussi par la Constitution de 2020. Mais sauf qu'après, la volonté politique a manqué. Puisqu'il fallait quand même prendre des actes pour essayer justement de mettre la cour en place. Donc la Constitution de 2024 que constitue le CNT a pris cela justement en considération. Et voilà pourquoi cette cour va être composée cette fois-ci de 9 juges. Son rôle, justement, c'est de juger le chef de l'État, les ministres et les membres du gouvernement lorsqu'on estime qu'il y a défaillance quelque part. Défaillance, lorsqu'il y a haute trahison. Donc c'est une forme d'impunité qui, justement, c'est une forme d'impunité, pas d'impunité, mais en fait c'est une manière d'empêcher que les autorités à un certain niveau, justement, est-ce qu'il y aura moyen à la justice, donner beaucoup plus de force à la justice. Est-ce qu'il y aura moyen, au niveau de cette Cour de justice, d'avoir vraiment une base empêchant au moins une institution, notamment du président de la République, à un peu... Donc une indépendance totale. Justement, l'autonomie qui sera là au niveau de cette Cour pour les empêcher d'être malmenés, corrompus par après, comme nous le connaissons par le passé, au niveau de certaines institutions. Cela découle de sa composition. Je vous ai dit qu'elle est composée de 9 juges. Oui. Pas 9 juges, ouais, mais va en tout cas être composée de 9 membres. C'est-à-dire 3 membres vont être désignés par l'Assemblée nationale, 3 membres vont être désignés par le Sénat, un membre par la Cour constitutionnelle, un membre par la Cour suprême et un membre par la Cour des comptes. Donc vous voyez cette pluralité d'acteurs qui viennent pour constituer et issus justement d'un niveau institutionnel extrêmement important. Ça c'est une garantie bien entendu du fonctionnement de cette institution. C'est pas si là vous voulez... Oui, juridiquement. Moi je voulais intervenir sur 2 points. D'abord, l'importance d'avoir une telle juridiction. Vous savez que nous sommes dans un état de droit où personne n'est au-dessus de la loi. Même si vous êtes président de la République, quand vous êtes en contradiction avec la loi, il faudrait qu'à un moment donné, que vous répondiez devant une autorité, devant une juridiction.
Donc, le fait de créer une haute cour de justice, aujourd'hui appelée la Cour spéciale de justice de la République, comme le doyen l'a mentionné, c'est l'ancienne haute cour de justice qui n'a pas fonctionné, qui n'a même pas vu le jour, qui a été ramenée, mais avec une dénomination spéciale. Et des réformes aussi. Voilà. Et avoir cette cour-là, ça va nous aider à lutter contre l'impunité au sommet de l'État. Parce que nous avons des juridictions ordinaires pour juger les citoyens du pays. Mais les hauts cadres de l'État, parfois certaines personnalités sont protégées par des immunités. Quand ces personnalités-là sont en contradiction avec la loi, qu'est-ce qu'on fait? Donc, prévoir une telle juridiction pour amener ces personnes-là à répondre de leurs actes devant, en tout cas, les membres, la formation qui sera composée à cet effet, c'est une façon d'aller dans le sens de l'état de droit, mais surtout de lutter contre l'impunité. Ça, c'est l'importance d'avoir une telle juridiction. Deuxièmement, il faut savoir que toute juridiction, en principe, fonctionne sur la base de l'indépendance. Le principe d'indépendance est l'un des dénominateurs communs des différentes juridictions. Donc, une fois que la formation sera composée, un cas de figure s'est posé du côté du président, premier ministre ou un autre haut cadre. On compose la formation qui va juger la personnalité en question. La juridiction est indépendante. Il n'y a pas à dire nous appartenons au même parti politique. Il n'y a pas à dire nous appartenons à la même ethnie. Il n'y a pas à dire qu'est-ce que les textes ont prévu, ont dit dans de pareilles situations. Est-ce que le texte est applicable ou pas? Donc on vérifie. Et traduire quelqu'un devant une juridiction ne veut pas dire ipso facto, ne veut pas dire automatiquement, comme le doyen demande de simplifier le langage, ne veut pas dire automatiquement que la personne est coupable. Vous pouvez être traduit, on a vu le cas aux États-Unis. Donald Trump a échappé de justesse à la procédure de destitution. Mais après, on s'est rendu compte que ça ne s'appliquait pas. Et le débat s'est traduit autrement devant les juridictions ordinaires. Donc, aller devant une juridiction ne veut pas dire automatiquement que la personne est coupable. C'est pourquoi il y a la présomption d'innocence jusqu'à ce que le verdict tombe. Et il faut que le Guinéen ait cette culture. Parlant de réforme, Abdallah, je voudrais demander au conseiller politique, M. Fodeta Sila, cette autre nouveauté qui s'est introduite dans cet avant-projet de nouvelle constitution. Il s'agit de la candidature indépendante parce que jusqu'en 2018, on était au niveau législatif, mais certainement, quand ce projet sera une constitution réelle, cette partie de la constitution va adopter justement et vulgariser. On parlera désormais de certains citoyens n'ayant pas de parti politique qui peuvent quand même porter leur candidature à travers des projets bien diversifiés qui peuvent être demain au chevet de l'État. Comment tout cela a été? Est-ce que vous avez eu des injonctions ou ce sont des conseillers qui se sont retrouvés pour dire il faut qu'on mette ça parce qu'il y a eu beaucoup de réclamations par le passé? Et pour renchérir, la question du parrainage. J'aime bien cette question. Vous savez, mais là où vous avez conclu, il faut que je revienne. D'accord. Mettez-vous à l'aise. Le Conseil national de la transition n'a eu aucune pression, et je le dis puisque j'en suis témoin, pour écrire ou transformer quoi que ce soit. C'est intéressant. Si quelque chose, un point, une virgule a été changée ici, c'est le peuple qui l'aura dit. Comme nous le faisons maintenant, tout le monde va en action encore pour dire au peuple, le texte que nous avons, ce n'est pas nous les spécialistes, c'est vous les auteurs. On vous ramène votre texte, ce n'est même pas une constitution encore, corrigée encore. C'est quand le peuple va corriger encore que ça va être un projet de constitution. Donc avec la possibilité de prendre en compte les réclamations. Tout, mais on va pour ça maintenant. Pendant un mois, il y aura 142 agents. Tous les conseillers nationaux sont déjà partis. Moi-même, je pars comme ça. Lui, il va jusqu'à l'Élouma, le directeur de cabinet. Nous sortons comme ça pour aller dire au peuple. Les sessions sont en pause. Ce que vous nous avez dit, on a écrit. Est-ce que c'est ça? Justement. Et vous transformez. C'est pourquoi je dis que c'est une procédure, une démarche constitutionnelle exceptionnelle, historique dans l'histoire des candidatures indépendantes. Parlons-en. La candidature indépendante, cette question me plaît. Vous savez pourquoi? Moi, je suis Fodeta Sila. Je suis connu en Guinée. Quand je descends à Tabouna, je suis respecté par mes parents. Mais à partir des codes
de 1990-92, on écrit, notre constitution écrit, que moi, Fodeta Sylla, je ne peux prétendre me présenter candidat à aucune fonction sur la République, la terre de mes ancêtres, si je n'appartiens pas à un parti politique. Attendez, il faut que je sois membre d'un parti politique, même si je n'aime pas les partis politiques, pour que moi je puisse servir ma nation. C'est une injustice que cette fois on va corriger, pour que si Taban peut et veut faire pour la Guinée, qu'il puisse se présenter devant la population de Taban, devant la population de Dubreka, et qu'il soit élu, et qu'il accède, et qu'il serve sa nation, sans passer derrière quelqu'un, un leader de parti politique qui l'envoie. Pour lui parrainer. On s'est arraché de cette dictature, et il faut le dire très clairement, moi j'élémentarise ici, pour que le peuple de Guinée comprenne ce qu'on appelle la candidature indépendante, puisqu'on ira dire c'est contre, ce n'est contre personne, c'est pour te permettre de faire valoir ce que tu connais et ce que tu peux pour ce peuple-là. Mais on parle de parrainage. On parle de parrainage. Parlons de parrainage. Le parrainage. Nous ne pouvons pas dire que n'importe qui peut se présenter président de la République, n'importe qui peut se présenter comme député. Il faudrait que dans la communauté guinéenne, des gens manifestent leur confiance en lui. C'est ce qu'on appelle parrainage, que les gens manifestent leur confiance en lui. Et ce nombre sera fixé par une loi organique. S'il n'atteint pas ce nombre, c'est que, non, on va dire, mais c'est un narco, nous, on n'a pas confiance en lui. Il peut se présenter, il veut acheter, mais il y a des gens, il ne peut pas prendre toute la Guinée en parrainage. Et donc, pour qu'il soit vraiment accepté, il faudrait que la confiance soit exprimée à travers un parrainage qui confirme que Taban, oui, il peut représenter Taban, il peut représenter Dubreka. Mais, encore une fois, je le dis à mon peuple, il faut que personne vous trouble le cerveau avec la candidature indépendante. Oui, docteur c'est nous libérer d'un carcan qui était là. Docteur, oui. Moi, je voudrais simplement ajouter que, comme le doyen l'a mentionné, nos anciennes constitutions obligeaient tous les citoyens guinéens à passer par les formations politiques pour être candidats, excepté les élections communales. Vous voyez, si vous voulez être candidat aux élections législatives, aux élections présidentielles, c'est une formation politique, un parti politique qui doit vous présenter comme son candidat. C'est ce qui existait avant. L'avant-projet a apporté une innovation à ce niveau, c'est-à-dire la logique qu'on a entamée à la base, avec la possibilité de candidature indépendante pour les élections communales. C'est cette logique qu'on a poussée au sommet. Désormais, la candidature indépendante est possible pour aller aux élections législatives ainsi qu'aux élections présidentielles. Ça, c'est les candidatures indépendantes au sommet. Maintenant, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que la possibilité de candidature indépendante n'abolit pas les partis politiques. Ça ne fait pas disparaître les partis politiques. Les partis politiques vont continuer à exister. Et concomitamment, pour ne pas dire parallèlement, comme on doit simplifier, en français facile, parallèlement, les candidatures indépendantes aussi existent. Maintenant, la question des parrainages. Je ne connais pas d'abord les conditions qui sont prévues à cet effet, parce que comme vous le constatez au même moment que moi, le processus est en cours. Voilà, ce n'est pas encore tout à fait abouti. Il y aura un travail en aval en ce qui concerne les codes et autres, là, les lois organiques. Mais le travail en amont qui existe dans l'avant-projet consiste à prévoir d'autres conditions pour édulcorer, pour éviter des abus en matière de candidature indépendante. Laissez-moi rebondir un tout petit peu. Je pense que vous avez parcouru les 205 articles de cet avant-projet de nouvelle constitution. Puisqu'on doit parler d'institutions juridictionnelles, aujourd'hui, quelles sont les institutions? Je voulais d'abord dire deux mots. Oui. J'ai rien dit sur la candidature indépendante. Allez-y. Bon, justement, on va finir avec vous. Puisque vous allez-y. Oui, c'est une question très importante. Monsieur le directeur de ça fait partie justement des innovations. Non, je pense qu'ils ont dit l'essentiel concernant la candidature indépendante. Moi, je vais simplement donner les motivations profondes qui nous ont amenés. Parce que c'est vrai, il y a des rumeurs qui sont en train de circuler, mais peut-être on ne va pas trop s'étaler sur ça. Mais en fait, on a voulu réparer une injustice qui était faite aux citoyens non partisans. Vous savez, le fait d'obliger les citoyens de passer par les partis politiques pour pouvoir justement candidater à une élection nationale, c'est une rupture du principe d'égalité. Et le principe d'égalité est un principe justement
que nous avons réitéré dans tout le texte constitutionnel. Du début à la fin, c'est-à-dire que c'est l'égalité des citoyens. C'est l'égalité des citoyens. Le citoyen, d'ailleurs, est placé au cœur, n'est-ce pas, de l'architecture, n'est-ce pas, de cette Constitution. Très gâté en termes de droits et de devoirs. Donc, on a estimé que c'était une manière, justement, de venir à l'encontre du principe d'égalité qu'on avait posé. Le fait d'obliger un citoyen qui veut quand même demander le suffrage de ses partisans de passer forcément par un parti politique. L'idée, c'est simple. Il y a des gens, il y a des citoyens qui sont respectés, qui jouissent de légitimité, qui ont beaucoup d'ancrage, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Ils ont la confiance justement de leurs compatriotes, mais ils ne veulent pas passer par un parti politique. Peut-être que c'est des citoyens brillants. S'ils se présentaient, peut-être qu'ils ont beaucoup de chances justement de remporter les élections. On dit à ces citoyens-là, il ne faut pas les empêcher justement d'exprimer ce droit-là en les obligeant de passer par les partis politiques. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a la dimension des conventions internationales. Vous savez, lorsque vous prenez les conventions internationales, notamment la Déclaration des droits de l'homme, le Pacte civil et politique, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui sont des conventions internationales auxquelles on est tous partis, assujettis. Et donc, tous ces textes internationaux-là proclament un principe. C'est-à-dire, la règle, c'est quoi? La règle, c'est qu'on ne doit empêcher à aucun citoyen de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays. Donc se présenter pour être candidat à une élection présidentielle ou à une élection législative, justement, fait partie justement du droit pour un citoyen de prendre part à la direction des affaires politiques de son pays. Donc c'est une rectification que vous avez Donc on a réparé, si vous voulez, ici l'injustice. Bien. Donc, oui, on se tourne, je parlais notamment des institutions juridictionnelles. Après lecture de ces 205 articles de cet avant-projet de nouvelle constitution, quelles sont les institutions qui vous ont marqué à travers peut-être la nouveauté ou celle qui existait? Merci beaucoup. Au fait, déjà, il faut préciser que, parlant des institutions juridictionnelles, si ma mémoire est bonne, il y a 4. Nous avons d'abord la Cour constitutionnelle, nous avons ensuite la Cour des comptes, puis nous avons la Cour suprême, le Conseil supérieur. Voilà, et la Haute Cour de justice, voilà, la Cour spéciale de justice de la République. Parce que le Conseil supérieur de la magistrature, c'est un organe de régulation de la carrière, du suivi, des sanctions disciplinaires. Mais elle est considérée comme étant un organe juridictionnel. Mais dans la partie institution juridictionnelle, effectivement, comme mon ami le dit, c'est prévu parmi les institutions, la charpente des juridictions, quoi, ça existe dedans, ça a été classé là-bas. Maintenant, les innovations en la matière, commençons par la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle est une innovation de 2010. Et cette innovation-là a été réitérée par le constituant de 2024. En tout cas, ils ont ramené la Cour constitutionnelle à travers l'avant-projet. Mais pas avec la même composition, pas avec les mêmes compétences. Il y a eu beaucoup d'avancées. L'analyse a été poussée. La composition de l'ancienne, c'était 9 membres, 9 conseillers constitutionnels. Mais avec l'avant-projet, on prévoit 11 membres pour la chose. Deuxième innovation en la matière, c'est que l'ancienne Cour constitutionnelle, le mandat des conseillers, avant on disait les conseillers, mais avec l'avant-projet, on dit qu'ils ont la qualité de juge. Donc, le mandat des juges constitutionnels était renouvelable tous les 3 ans. Et ça va créer un problème à un moment donné si vous avez suivi l'actualité avec le tirage au sort qui a caractérisé la Cour à un moment donné. Donc, pour éviter cela, en tout cas, c'est ce que je dis, parce que vous savez, en écrivant un texte, il y a l'esprit du texte. Donc, je me dis que c'est pour éviter ce genre de situation, en tout cas déplorable, lors des tirages au sort. Ils ont dit que le mandat est unique. C'est un mandat de 9 ans, non renouvelable. Donc, vous rentrez tous ensemble au même moment et vous allez tous partir au même moment. Après, l'équipe va être complètement renouvelée. Donc, c'est ce que le constituant de 2024 a prévu. Vous voyez, donc, il y a eu des avancées, non seulement au niveau de la composition, au niveau des garanties pour permettre le bon fonctionnement de l'institution et avoir une stabilité en son sein. Parce que, excusez-moi, une fois j'ai rencontré la présidente de la Cour constitutionnelle du Mali, Manassa, à Lyon à l'occasion d'un colloque. Elle me disait que les gens la critiquaient beaucoup pour dire qu'elle a été nommée par le président de la République. Mais elle disait qu'à un moment donné,
par rapport à la désignation du président de la Cour constitutionnelle, c'était tellement tendu que les membres de la Cour ne se parlaient même pas. Certains membres de la Cour ne se parlaient pas. Oui. Comme une institution, selon elle, qui doit se retrouver pour examiner des affaires, des dossiers, les membres de cette institution ne se parlent pas. Ouais, ça va causer des blocages, paralyser et voilà. Donc avoir des garanties en amont pour permettre le bon fonctionnement de l'institution. J'ai beaucoup salué cela et je pense que c'est une avancée en la matière. Oui, bon. Oui, je voudrais, mon frère du milieu, revenir sur la question de la candidature indépendante parce qu'en Guinée, quand même, il y a une catégorie de Guinéens qui ne voudraient pas entendre parler politique le plus souvent. Voilà, ils sont occupés à d'autres activités quand même qui appuient le gouvernement à faire avancer le pays. Est-ce que selon vous, se porter indépendamment est une économie du temps, de l'énergie et des moyens? Merci. Non, comme je l'ai dit, il faut simplement voir ça comme étant l'expression, c'est-à-dire une manière donc de restaurer un principe qui était... Justement, au-delà de la restauration du principe, voilà, justement... Parce que créer un parti politique, on sait ce que ça fait comme économie. Il faut s'implanter dans tout le pays, il faut se faire aimer, il faut blacklister une certaine partie de la communauté pour que l'autre soit avec toi. Tout cela, c'est du temps, c'est de l'énergie et c'est des moyens le plus souvent. Vous pensez qu'en instaurant la candidature indépendante est une économie dans tout cela? Ou épargner tout ce processus. Justement, épargner tout ce processus qu'il y a autour avant d'être candidat. Si je peux dire un mot, avec ta permission. Effectivement, les candidatures indépendantes, voilà un autre avantage qui les caractérise. Vous savez, créer un parti politique est très contraignant. Les partis politiques, presque, c'est comme une entreprise. Il faut trouver de l'argent, des moyens colossaux pour faire fonctionner un parti. Vous savez, les partis politiques, si on regarde très bien la charte des partis politiques, comme le ministère de l'administration a commencé à checker de près, il y a beaucoup de conditions qui ne sont pas remplies par certains partis politiques. Quand vous prenez d'abord, l'obligation d'être présent sur toute l'étendue du territoire national. Deuxièmement, quand vous avez des sièges dans la capitale ici, dans les régions, les chefs-lieux, dans les sous-préfectures, c'est des locaux, parfois des loyers, parfois des équipements à l'intérieur et peut-être un personnel pour assurer la permanence. Absolument. Donc, vous voyez, tenir des assemblées. C'est toute une machine qui demande une administration et puis à l'intérieur, il y a des dépenses à effectuer pour faire fonctionner, pour maintenir en tout cas les partis voilà, qui se respectent, je vais dire. Bon, excusez-moi le mot respect. Les partis qui veulent respecter. Les partis qui veulent se pérenniser dans le temps, voilà. C'est ça le bon mot, je retire le premier. Les partis qui veulent se pérenniser dans le temps, résister au temps, ont besoin de cela. Et deuxièmement, vous n'êtes pas sans savoir que quand la période des campagnes arrive, c'est des moyens colossaux. J'ai analysé, j'ai commenté un arrêt où les partis politiques n'avaient pas la possibilité d'envoyer des représentants dans tous les bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire national. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que les bureaux de vote où ils n'ont pas de représentants, ils dénonçaient ces bureaux de vote-là pour dire qu'il y a une fraude là-bas. Parce qu'ils ne sont pas présents là-bas. Ils ne sont pas présents. Vous savez, pour être envoyé des représentants, il faut trouver le candidat, les moyens, transport, frais de séjour. C'est des moyens colossaux à mettre en place. Donc, ils dénonçaient ces bureaux de vote-là. Donc, ça peut être à tort ou à raison. Mais l'argument, c'est parce qu'ils n'étaient pas représentés. Ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Donc, avoir des candidatures indépendantes, je ne dis pas que c'est parfait. Ça peut avoir aussi des inconvénients. Mais si c'est bien régi, s'il y a un régime juridique bien réfléchi pour encadrer la chose, ça peut corriger certains tas. Bien. Oui, dernière question avant de rendre. Oui. Allez-y. Cette nouvelle constitution est verrouillée pour 30 ans. C'est-à-dire, pour la revoir, il faudra attendre 2055, si je me permets. Pourquoi? Est-ce que ce délai convient? C'est quand même après 3 présidents, 4, pour retoucher à un article de cette constitution. Pourquoi ce temps? Vous pouvez y avoir besoin de le faire. Et qu'est-ce qui garantit vraiment ce délai? Parce qu'un peut venir et dire, moi je ne suis pas d'accord, il est annulé. Non,
En fait, vous savez, dans l'introduction du doyen Fodetas tout à l'heure, il a dit, en fait, moi je pense que l'innovation principale de cet avant-projet de constitution, c'est sa procédure d'élaboration que je ne veux pas ici décrire. On l'a fait avec vous. Vous avez vu toutes les étapes qu'on a parcourues justement pour en arriver à cet avant-projet. Donc de mon point de vue, la garantie, c'est là-bas. Mais le fil d'Ariane, c'est-à-dire que l'idée principale qui se trouve derrière justement cet avant-projet de nouvelle constitution, c'est qu'il faut écrire une constitution qui va perdurer. Qui résiste dans le temps et à la tentation de l'homme. Merci. C'est ce qu'on a voulu dire à un moment donné, mais l'opinion ne nous a pas bien compris. Parce que pourquoi consulter toutes les couches? Pourquoi consulter tout le monde à la fois? C'est pour que demain après-demain, que chacun soit témoin qu'effectivement, j'avais été consulté au moment où ce texte était en train d'être élaboré. J'ai donné mon point de vue. Je connais les droits qui sont consacrés. J'ai participé. Voilà. Et donc demain après-demain, pour éviter que quelqu'un dise, bon, c'est un mauvais texte, ce texte n'est pas bon, c'est-à-dire qu'on invoque des arguments farfelus pour justifier, bien entendu, sa révision. C'est pourquoi il y a eu en le faisant, on n'est pas contre le droit des générations futures, justement, de décider de ce qui est bon pour eux ou de ce qui est mauvais pour eux. Mais nous pensons qu'il faut quand même garantir ce que nous avons appelé la stabilité à la Constitution, la longévité à la Constitution. C'est que la période de 30 ans, nous avons appelé au CNT une période de sûreté. C'est-à-dire qu'il faut donner le temps aux institutions et aux droits que nous avons consacrés d'aller vers leur maturation. Et ça aussi, c'est un message qu'on envoie vers les citoyens pour leur dire, bon écoutez, la Constitution c'est quelque chose de sacré. On ne peut pas modifier la Constitution comme on peut modifier sa chemise, sa souchette et tout ce qui s'ensuit. C'est un texte vraiment sacré, d'où la dénomination qui a été donnée par le Constituant de 90, c'est-à-dire la loi fondamentale, la loi qui se situe au-dessus de toutes les autres lois. Donc il faut vraiment aller vers la stabilité des institutions. Et là aussi, on a été inspiré, bien entendu, par les différentes instabilités qui ont caractérisé les constitutions et les différentes institutions qu'elles ont consacrées. Alors, lorsque vous réunissez tout ça là, vous comprenez pourquoi, en dépit du renforcement ou en dépit du durcissement du temps que nous avons employé concernant la procédure de révision, nous avons imposé cette période de sûreté de 30 ans. Il faut que j'explique pour que vous compreniez. C'est-à-dire, en plus, justement, des conditions qui sont de nature à décourager toute velléité de révision de la Constitution, mais on a dit qu'après son entrée en vigueur, c'est-à-dire quand les citoyens guinéens vont approuver ce texte par référendum, c'est-à-dire que pendant 30 ans, ce texte ne sera pas touché. Il y a des arguments aussi qui sont revenus souvent, il faut que je le dise. On dit, mais écoutez, demain, après-demain, oui, d'accord, votre argument il est valable parce que vous dites que c'est pour éviter justement des révisions fantaisistes, hein, parce que l'on sait aussi que toutes les révisions constitutionnelles qui sont intervenues le plus souvent, tourner autour d'un certain nombre de questions. Un certain nombre de questions. C'est l'âge, c'est pour faire sauter le verrou, pour pouvoir se présenter. Oui, on dit, mais d'accord, si c'est pour éviter ça. Mais demain après-demain, on peut se retrouver face à une question nouvelle, une question fondamentale dont la prise en compte va nécessiter la révision de la Constitution. Et c'est là où nous disons qu'effectivement, que l'ensemble de ces consultations vont nous aider. C'est-à-dire nous avons... Parce que nous sommes avec des spécialistes. Dr Silla, qui est un juriste spécialisé justement des questions constitutionnelles, font partie justement de ce que nous considérons ces questions-là. Nous avons également fait des recours à l'extérieur. Nous avons consulté nombre de consultants. Donc de l'avis de tous ces spécialistes, effectivement, les dispositions telles que nous avons consacrées aujourd'hui peuvent effectivement aller vers cette période de 30 ans-là. Sur la base des examens que nous avons effectués, avec toutes les questions, de par l'expérience dans les autres pays, qui sont susceptibles de faire l'objet de révision, ces questions-là ont été recensées et on les a amenées au niveau des lois, au niveau de loi organique. Et pour clôturer, je peux dire que la constitution ghanéenne, quand même, je crois que elle a fait 20 ans, elle a fait 30 ans même. La constitution malienne de 1990, je crois, elle a 30 ans. Les États-Unis. Il y a beaucoup de constitutions donc qui ont fait justement... il faut aussi voir les réalités. Bien entendu, non, je ne peux pas m'empêcher justement de donner des exemples à l'extérieur, mais comme je l'ai dit, je pense qu'on a besoin de stabilité, on a besoin d'intégrité, on a besoin de maturation des institutions que nous consacrons. Monsieur Aboubacar Kamara, directeur de cabinet du président du CNT, merci. Merci. Merci, M. Fodetas Silla, conseiller politique du président du CNT. Merci beaucoup. Merci, Dr Abdoulaye Silla, enseignant-chercheur et avocat au barreau de Guinée. Merci beaucoup. On parlait, vous l'avez déjà compris, téléspectateurs et auditeurs, des innovations de cet avant-projet de nouvelle constitution et des institutions juridictionnelles avec mes confrères sur ce plateau. Madame Mariam Diallo, Mariam Kamara, merci. Merci, ça a été un honneur. Merci, Daouda Tabansila. Un grand plaisir, Abdallah. Depuis le matin, nous sommes sur ce projet. Ouais. Je pense que les citoyens ont d'emblée compris ce que ça veut dire, cet avant-projet de constitution, et qu'ils soient à l'écoute de ceux qui seront à leur porte pour les explications qui vont venir.
Oui. Nous espérons qu'à travers cette synergie, vous avez tiré assez de leçons avec nos différents invités. C'est la fin de cette synergie des médias organisée dans le cadre de la campagne de vulgarisation de l'avant-projet de nouvelle constitution grâce à la participation de tous les médias, en tout cas appartenant au réseau synchronisé de radio et de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée grâce à la collaboration effectivement de la maison mère, la RTG. Au revoir à tous. Merci de votre attention.